Bonjour à tous. Le Salon du Bourget entre 1969 et 1973 a réellement été celui du match des titans, avec son lot d'avions lourds, de nouvelles technologies et bien sûr du match entre Concorde et Tupolev 144. Je vous propose donc dès maintenant de vous installer confortablement pour revenir dans le passé, fin mai 1969. C'est parti. Contrairement à l'habitude de cette série de vidéos, nous n'allons pas commencer au Bourget, mais cette fois dans les rues de Paris. Nous sommes le 29 mai 1969 au matin, et une foule d'hommes, de femmes et d'enfants converge vers le centre de la capitale, les Champs-Élysées et la place de la Concorde. La circulation, elle aussi, a ralenti au fur et à mesure que l'avenue se remplit de personnes venues assister à un événement unique. On se presse aux fenêtres, ainsi que sur les balcons, et sur les toits de la capitale. C'est alors que les observateurs situés dans l'axe de l'Arc de Triomphe commencent à apercevoir au loin ce pourquoi ils se sont déplacés. Une petite forme blanche se dessine au sein d'un ciel bleu pur, forme qui grossit rapidement, l'appareil devenant de plus en plus visible. Et en quelques instants, c'est Concorde, piloté par André Turca, qui remonte les Champs-Élysées, accompagné des salutations de la foule et des coups de klaxon au passage de l'appareil. Celui-ci est bref, mais l'avion laisse derrière lui une foule heureuse, enjouée, et surtout fière de l'accomplissement industriel mis en place depuis tant d'années. C'est un très bel oiseau. Il est magnifique, il est très beau. J'ai vu à la télévision, mais je pouvais pas me rendre compte que c'était aussi joli. C'est un très bel avion et qu'on n'a pas vu assez et qu'il aura beaucoup de succès auprès de toutes les compagnies. Je crois que on peut être très fiers de notre réalisation et de notre technique de pointe. Je suis venue avec les enfants sur les champs, puisque nous habitons pas très loin. Je croyais pas qu'il allait venir. Les États-Unis, à ce moment-là, étaient encore dans la course, mais rien de concret n'était sorti des usines. L'URSS avait fait voler son prototype le 31 décembre 68, mais la France et l'Angleterre avaient fait le choix, eux, de réaliser l'une des plus grandes synergies industrielles de l'histoire pour donner vie à ce rêve. Et enfin, le rêve volait. Le projet le plus audacieux jamais réalisé de l'aéronautique commerciale venait de survoler Paris. Concorde 001 avait effectué son tout premier vol test à Blagnac à peine quelques mois plus tôt, le 2 mars. Quant à la version britannique, le 002, Brian Trubshaw lui avait fait prendre les airs le 9 avril. Et voici que le 001 venait de défiler au-dessus de Paris pour aller au Bourget, qui était depuis quelques heures et qui allait pour quelques jours, comme tous les 2 ans, redevenir la capitale mondiale de l'aéronautique. Et là aussi, lors de son arrivée au-dessus du salon, la vie s'était arrêtée l'espace d'un instant, quand l'ensemble des visiteurs ont levé les yeux vers le ciel, alors que la machine réalisait quelques passages avant de se poser délicatement. C'était une victoire, oui, même si nous n'étions alors qu'au début du plus long programme d'essai de toute l'histoire de l'aéronautique civile, et que le tout premier vol avait eu lieu après une attente interminable de 2282 jours. Une victoire aéronautique, certainement. Au Bourget, Concorde était le seul supersonique, car malgré un premier vol l'an passé, son challenger, le TU-144, semblait cumuler les soucis. Les rumeurs disaient qu'il n'avait effectué que quelques vols tests, ce qui n'est pas vraiment encourageant. Mais durant ce salon, cette victoire va se transformer en quelque chose d'encore plus beau. Lors de la fête aérienne, Concorde 001, piloté par André Turca et Jean Franchi, décolle pour sa présentation en vol, et alors que l'appareil se montre sous toutes ses formes au-dessus du public, celui-ci semble apercevoir plus loin dans le ciel quelque chose d'inhabituel. Car plus haut dans les cieux, c'est bel et bien un deuxième Concorde qui lui aussi est en train d'évoluer. Et il s'agit tout bonnement du Concorde 002, piloté par Brian Trubshaw, venu tout droit d'Angleterre afin de réaliser un passage, en profiter pour saluer la France et voler quelques instants avec son jumeau de Toulouse. Pendant cet incroyable moment, le ciel appartient aux 2 jets supersoniques qui évoluent gracieusement devant les industriels, les visiteurs, les journalistes et les caméras du monde entier, symbole d'une fantastique coopération industrielle réussie. Mais ce n'est pas fini, car Concorde n'est pas la seule victoire de ce salon. En effet, le premier jour de celui-ci, la France et l'Allemagne venaient de signer un protocole d'accord pour la mise en place d'un gros porteur commercial bimoteur, dont le nom vous sera familier, l'Airbus. En 1969, d'autres avenirs se dessinent. Si l'Europe fait le choix de l'aéronautique ultra rapide, les États-Unis planchent depuis un moment sur autre chose. Un appareil qui deviendra lui aussi l'une des stars du ciel et emblématique du transport de masse. Nous sommes le 3 juin, cela fait 5 jours que le salon a débuté, et l'on voit descendre vers la piste quelque chose de jamais vu ici. Plus les secondes passent, plus le drôle d'appareil se dessine. Il est énorme. Et sur la dérive, les visiteurs peuvent alors lire les 3 lettres qui resteront gravées dans l'histoire de l'aéronautique. 747.
Le Boeing surnommé Jumbo Jet touche le sol après un long vol depuis Seattle. L'aéronef est capable de transporter des centaines de passagers sur d'immenses distances et dans un confort remarquable. Petite déception tout de même, il restera sur le plateau statique et ne fera pas de démonstration en vol lors des journées de fête aérienne. Toujours côté américain, les 3 astronautes de la mission Apollo 9 sont présents, Scott, McDivitt et Schweiker. Près du pavillon américain est présente la partie inférieure de la célèbre fusée Saturn V et de ses gigantesques moteurs, ainsi que la tour de sauvetage de la fusée, censée arracher la capsule Apollo en cas de problème lors du lancement. C'est cette fusée, la Saturn V, qui s'apprête à envoyer d'ici quelques semaines Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins en direction de la Lune. Toujours dans ce thème, les Américains avaient cette fois-ci ramené la capsule Apollo 8 ainsi que la fusée Titan 3C. Côté français, au pavillon du CNES, on retrouve notre fusée Diamant. Sur le reste du plateau, des appareils bien connus de la part de l'URSS, notamment le Tu-134A et l'immense IL-62. La Suède, elle, présente son Saab 37 Viggen. Ailleurs, on retrouve l'Atlantique, ainsi que toute une panoplie des célèbres Mirage. Dassault présente par la même occasion la maquette du Mercure, un avion de ligne bimoteur. Au global, en 1969, ce sont des exposants de 14 pays qui ont fait le déplacement. Lors des journées de fête aérienne, la France n'oublie pas son histoire et fête les 60 ans de la traversée de la Manche par Louis Blériot. Dans le ciel, les progrès aéronautiques s'enchaînent, ici de la géométrie variable, et maintenant de nouvelles formes d'appareils, parfois étranges, suivies par des avions qui semblent défier les lois de la physique. La technologie semble n'avoir aucune limite. Ce salon est incontestablement une réussite totale, rien que les 2 dernières journées ouvertes au public ont ramené plus de 650 000 personnes. Et entre l'Europe supersonique, le projet Airbus, l'Amérique gros porteur et la route vers la Lune, le futur, ou même plutôt les futurs, semblent tous à portée de main. Mais cette édition a aussi été celle de quelques tours de vis concernant la sécurité des vols. En effet, la tribune, d'habitude située à 150 mètres de l'axe de piste, avait été reculée à 350 mètres. Le colonel Plessier, chef du personnel navigant du centre d'essai de Bretigny, avait été nommé directeur de vol avec pour consigne de suspendre toute présentation qui ne respecterait pas les règles. Car au Bourget, on cherche absolument à éviter que ne se reproduisent les accidents des éditions précédentes. C'est Georges Pompidou, président de la République, qui inaugure ce 29e salon. Et il a encore grandi. 45 000 m² de surface d'exposition couverte, 154 chalets, ainsi qu'un tout nouveau hall pour le Centre national d'études spatiales. Tout semble aller pour le mieux, même si sous la table, suite aux précédents accidents, certains ont tenté de faire déplacer le salon sur la base d'Évreux. Heureusement, rien de tout cela n'est arrivé. Évreux a beau disposer d'une magnifique piste et de toute la place nécessaire, ce n'est pas Paris, et s'y rendre n'est pas forcément aisé. Quoi qu'il en soit, cette itération du Bourget voit grand, ou plutôt voit gros. On avait quitté l'édition précédente avec le mastodonte qu'est le Boeing 747. Et bien cette année, McDonnell Douglas présente le DC-10, un long courrier triréacteur, alors que Lockheed amène son TriStar, lui aussi triréacteur, à usage civil et militaire. Mais la palme revient à ce dernier constructeur, car Lockheed amène cette année au Bourget le gigantesque C5 Galaxy, un super cargo de 147 tonnes à vide, pouvant grimper jusqu'à un poids total de 347 tonnes. En termes de longueur, c'est le plus gros avion du monde, et en termes de masse au décollage, le plus lourd. Il fait 75 mètres de long, 68 mètres d'envergure et 20 mètres de haut. Ses performances, 100 tonnes sur 5600 km, ou 51 tonnes sur 10 190 km. Sur le plateau statique, l'imposant C5 côtoie un C130 qui paraît ridiculeusement petit à côté. L'URSS aussi a acheminé quelques belles bêtes comme l'imposant quadrimoteur de 150 tonnes Ilyushin Il-76, reconnaissable avec ses nombreuses vitres sous le nez. Les mauvaises langues diront qu'il ressemble quand même pas mal au Starlifter, et on ne peut pas trop leur donner tort. Toujours est-il que les Russes font ici un petit exploit, car l'appareil ici présenté est un prototype dont le premier vol date du 25 mars seulement. On y voit aussi le triréacteur Tu-154 et le quadrimoteur IL-62. Les soviétiques dévoilent aussi un hélicoptère bimoteur surpuissant équipé de 4 turbomoteurs de 6500 chevaux chacun, le Mi-12. La bête a une envergure de 67 mètres pour une hauteur de 12,5 mètres. Sa longueur est de 37 mètres, le poids maximal de l'engin au décollage est de 105 tonnes,
et il est prévu qu'il vole à 240 km/h. L'idée est qu'un engin pareil doit être capable de transporter de lourdes charges dans les territoires reculés de l'Union soviétique. Dans un autre registre, si la course à la Lune a été remportée par les Américains il y a déjà 2 ans, le pavillon de l'URSS dédié à la conquête spatiale ne désemplit pas, car la conquête des cieux n'est pas terminée. En 1971, on rêve encore et on pense déjà aller sur la planète rouge, et les Russes, lors de ce salon, ont plusieurs sondes alors en route vers Mars. Elles sont pour le moment occupées à étudier l'espace interplanétaire, avant d'atteindre leur objectif d'ici quelques mois. La course est serrée, car en plus des sondes russes, Mariner 1, sonde américaine, est elle aussi en route vers notre planète voisine. Bref, au pavillon soviétique, les visiteurs observent une maquette de la sonde Luna 16 qui s'est posée sur la Lune le 20 septembre 1970, ainsi que de l'engin complexe qu'est le lance-Soyouz, une machine pouvant transporter les fusées soviétiques avant de les dresser à la verticale. 1971, c'est une date à laquelle la course au Short Take-Off and Landing, donc les avions à décollage et atterrissage court, bat son plein. On les appellera les STOL. C'est très simple, il y a des projets dans tous les sens. Au Bourget, Fokker présente la maquette du projet P301 STOL. Boeing et Air Italia profitent du premier jour du salon pour annoncer publiquement leur coopération autour d'un projet d'avion de ligne à décollage et atterrissage court pour 100 à 150 passagers. Comme c'est la fête du STOL, Lockheed s'y met aussi, avec plusieurs projets, notamment la transformation de son best-seller, le C-130. Il annonce une version fret pouvant emporter plus de 11 tonnes pour un décollage en seulement 300 mètres. Mais il souhaite aussi se lancer dans le transport de passagers à décollage court en modifiant le Lockheed L100 pour y changer les moteurs et utiliser de grandes hélices afin de souffler les volets pour créer de la portance. Cet engin civil serait censé emmener 80 passagers et n'aurait besoin que d'une piste d'un peu plus de 600 mètres pour décoller. Vous aviez cru que c'était terminé? Le Canada répond présent avec son CL246 et une maquette du CX84. Autre constructeur canadien, de Havilland Aircraft, est lui aussi touché par la fièvre STOL et place les maquettes du DHC-7 et du Buffalo, équipés d'un système d'augmentation de portance. Mais bien évidemment, ce qui intéresse le plus les curieux et les visiteurs d'une manière générale est le match qui va se jouer ici avec la première confrontation de l'histoire entre 2 jets supersoniques commerciaux. Concorde d'une part et le Tupolev 144 d'autre part. Quant au projet supersonique américain, le Boeing B2707, il a été annulé. Mais on s'attend encore à ce que les commandes pleuvent à l'avenir et que le futur soit brillant pour Concorde. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on parle un peu du Tupolev 144. Il a pris dans certaines bouches le surnom peu envieux de Concordski, comme si cet appareil n'était qu'une simple et vulgaire copie de l'avion franco-britannique. Encore aujourd'hui, cette idée est dans bien des esprits, pourtant la réalité est un petit peu plus éloignée que cette pensée ne pourrait le laisser croire. Si la similitude entre TU-144 et Concorde semble frappante, c'est avant tout car le cahier des charges des appareils était quasi similaire. Une centaine de passagers, une vitesse de Mach 2, et avec la technologie de l'époque et les lois aérodynamiques qui sont les mêmes pour tout le monde, il n'y avait pas 36 manières d'y arriver. D'ailleurs, la version américaine, elle aussi, y ressemble fortement, et si l'on revient en arrière, avant que Sud Aviation ne s'allie à British Aircraft Corporation, les 2 entreprises, elles aussi, avaient 2 projets distincts, qui se ressemblaient aussi. Toujours est-il qu'il y a quand même des différences de taille entre les 2 appareils, notamment sur l'emplacement des moteurs, le plan canard rétractable qui sera rajouté par la suite sur la version soviétique, le train d'atterrissage, la forme de la voilure et les moteurs en eux-mêmes. Les Rolls-Royce Snecma du Concorde pouvaient maintenir plus de 3 heures de vol à une vitesse supersonique, alors que les Kolesov RD 3651 devaient utiliser une post-combustion quasi permanente. Dans les détails, invisibles à l'œil nu, les conceptions franco-britanniques et soviétiques étaient bien différentes. Pour caricaturer les choses, on pourra dire que la version russe était plus rustique dans la gestion des problématiques que la version de l'Ouest, plus sophistiquée. D'ailleurs, le supersonique qui tiendra ses promesses de vol sera le nôtre, quand celui des Russes aura énormément de mal à atteindre cette performance souhaitée. Ce qui se vérifie le 5 juin, quand Concorde surclasse totalement son rival lors des présentations en vol. Mais attention, il ne faut pas non plus occulter l'espionnage industriel massif qui a touché Concorde. Lors du développement des 2 avions, une course à qui sera le premier à le mettre en place se joue. Il en va du prestige aéronautique de la nation qui sera la première à mettre en service un tel appareil. Et force est de constater que l'URSS prend du retard dans les premières phases du développement. Afin de soutenir le travail des ingénieurs de chez Tupolev, l'URSS va demander à ses services de renseignement de lancer une vaste campagne d'espionnage de l'avion franco-britannique. C'est alors qu'une guerre de l'ombre va se jouer entre le KGB et la DST, l'ancêtre de la DGSI. Le problème c'est que rapidement le projet soviétique avance plus vite que n'arrivent les résultats de l'espionnage.
Ce que l'on sait, c'est que les soviets se montraient très intéressés par le train d'atterrissage et par le processus de transfert de carburant au sein de Concorde pour le maintien du centrage lors du passage en vol supersonique. Très vite, les soviétiques ont espionné les usines françaises et anglaises. Pour l'anecdote, parmi les nombreux actes d'espionnage, un diplomate russe avait trouvé bon de porter des chaussures crêpées lors d'une visite des ateliers toulousains, avec pour objectif de récupérer au sol de la limaille d'aluminium Concorde. Mais nous aussi on en a bien profité, car étudier de la machinerie russe, on ne va pas non plus cracher dessus, mais gardez ça en tête, on en reparlera lors de l'édition suivante du salon. Ce que je vous propose, c'est de quitter notre époque et de se replonger un instant dans le passé et d'aller voir ce que disaient les experts et journalistes aéronautiques sur l'avion soviétique. Élément attractif numéro 1 de ce salon, le Tupolev 144 reste plus ou moins un avion mystère étant donné le caractère assez imprécis des informations données à son sujet par les représentants soviétiques. La venue de l'appareil était évidemment très attendue. L'appareil, arrivé vers 15h20, fit un premier passage train rentré et nez baissé, puis un deuxième passage train sorti, avant de se poser en sortant de parachute pour se freiner. 3 constatations purent être faites. Le Tu-144 est peu bruyant, mais il était vide, peu polluant et maniable. De plus, les premières personnes montées à bord constatèrent que si l'avion reste un prototype, avec des sièges éjectables pour ses 2 pilotes et les 2 ingénieurs d'essai qui y ont leur place, le reste de l'appareil est par contre déjà aménagé pour transporter des passagers, avec une cabine de première classe à l'avant et une cabine touriste, soit un total de 80 sièges. Le 28 mai, au Bourget, M. Pavel Demetiev, ministre de l'aviation civile soviétique, et M. Andrei Tupolev en personne donnent une conférence de presse. On y apprend que seul un exemplaire de l'avion vole, mais qu'il a déjà atteint les 2440 km/h. Que 2 autres appareils de pré-série sont en fabrication et que les soviétiques veulent le mettre en service fin 73, début 74. On y entend aussi la petite phrase de Andrei Tupolev qui fera chaud au cœur. Concorde est un avion colossal du point de vue perfection technique. Il nous plaît beaucoup. Maintenant les rumeurs. Il est dit que l'avion n'a que 150 heures de vol, dont seulement 30 à plus de Mach 1. On se pose aussi beaucoup de questions sur la voilure, avec un intrado plat, là où Concorde a un squelette complexe, fruit du juste milieu entre performance bisonique et subsonique. L'auteur des lignes que nous venons de lire s'interroge fortement sur ce choix. Pour quelles raisons les soviétiques ont-ils cru bon de se passer d'une étude plus fouillée de la voilure du Tu-144 ? On souligne quand même la surprenante cinématique de la sortie du train d'atterrissage, beaucoup plus imposante que celle de Concorde. On note la présence de 12 roues sur chaque bogie, et chacune se retrouve à un moment perpendiculaire au vent, générant une traînée sans doute importante. Autre détail, les hublots du Tupolev sont plus grands que ceux de l'avion franco-britannique. L'auteur de cet article termine avec ces mots. D'une façon générale, le Tu-144 est une belle machine, mais Concorde n'a rien à lui envier. Pour conclure, non, le Tupolev 144 n'est pas qu'une vulgaire copie du Concorde. D'une part car ils n'ont pas réussi à répliquer la technologie, et d'autre part les Russes ont fait des choix technologiques et techniques bien différents. En revanche, on s'accordera tous à dire que Concorde surpassait le Tupolev. De leur carrière, les 14 Tupolev ne feront que 102 vols commerciaux, entièrement sous Aeroflot, et la moitié d'entre eux seront pour la Poste. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous invite à aller à Zensheim, en Allemagne, seul endroit au monde où les 2 avions sont présents, l'un derrière l'autre, et d'où on peut aisément les comparer. Dans le reste des appareils notables présentés, l'aviation d'affaires est à l'honneur avec le Mystère 20 de Dassault, qui se forme une réputation sur cette gamme d'appareils haut de gamme et performants. On y voit aussi le prototype Mirage G8, un Mirage possédant une flèche variable. Monsieur Vallière, président directeur général de la société Avion Marcel Dassault, en profite pour annoncer que le premier Alpha Jet sera présenté en vol pour l'édition suivante. Cette édition 1971 cache un certain nombre d'avancées, cette fois au sein même des avions, car l'instrumentation commence à évoluer à grands pas. Les aiguilles dans tous les sens et les jauges à n'en plus finir, ça va petit à petit être de l'histoire ancienne. Le futur arrive et les écrans cathodiques envahissent les cockpits des avions les plus récents, comme les triréacteurs américains. Si cette technologie d'écran n'est pas nouvelle, l'incorporation de celle-ci dans les cockpits n'était pas gagnée, principalement à cause des très nombreux câblages dans lesquels circulent des signaux électriques sensibles au parasitage que génèrent les tubes cathodiques. De plus, pour des questions de lisibilité, c'est l'arrivée de la couleur au sein de ces écrans qui permet maintenant de leur faire gagner leurs lettres de noblesse, ainsi que leur place dans les cockpits. Mais après ces années de pleine euphorie, la course au futur va se faire rattraper par une réalité qui semble faire le choix d'un autre avenir pour l'aviation. Au plan mondial tout d'abord, à la vue des différents marchés, il se trouve que l'offre des industries occidentales semble surabondante par rapport à la demande réelle.
Le monde entier est abreuvé de matériel américain et européen, et si les soviétiques sont un peu plus en retrait, ils ont néanmoins eux aussi une industrie. En ce qui concerne les salariés, rendez-vous compte, ils sont 500 000 en Europe de l'Ouest et 700 000 en Amérique du Nord à travailler dans le secteur de l'aéronautique, ce qui fait un paquet de monde. Et l'industrie européenne, civile et militaire, fait face à de nombreux défis pour tenter de rester compétitive face aux États-Unis. Les USA ont une technologie qui prend de l'avance, même si l'administration Nixon est peu encline à l'exporter à l'étranger. Les Américains ont aussi un contexte économique favorable avec de multiples dévaluations du dollar, une inflation maîtrisée et des protections douanières. Enfin, en ce qui concerne les compagnies américaines, elles peuvent acheter leurs avions avec un crédit couvrant 90% du prix de l'appareil, remboursable en 10 ou 12 ans, à un taux de 6%, alors qu'en Europe, le crédit ne couvre que 80% du prix d'un avion, remboursable en seulement 7 ou 8 ans et au taux de 7,5 d'intérêt annuel. Le constat est sans appel, l'Europe doit très rapidement ajuster sa stratégie pour maintenir des prix compétitifs et offrir des financements équivalents à ceux proposés par les Américains. Pour cela, l'une des pistes principales est de renforcer la coopération européenne. Bon, et ce salon alors? Le vendredi 25 mai se tient l'ouverture du salon. Le 30e Salon international aéronautique du Bourget s'est ouvert aujourd'hui. 200 avions, hélicoptères, cabines spatiales attendent 1 million de visiteurs. Le 26 est dédié aux carrières aéronautiques et spatiales, le 27 est consacré à l'aviation d'affaires, le 28 celui de l'aviation sanitaire, le 29 est sous le thème de l'électronique, le 30 est dédié aux équipements, le 31 est le jour de la giraviation, le 1er est fermé au public, en effet toute la zone est réservée aux délégations étrangères et aux spécialistes. Les samedis 2 et dimanche 3 juin sont les jours de fête aérienne avec les très célèbres démonstrations en vol. Au final, si les défis s'annoncent nombreux, principalement contre les Américains, la France a de multiples appareils à faire valoir, dont les plus marquants cette année sont la Caravelle 12, version allongée du célèbre avion du même nom, une version du Mercure, ou même les Falcon 30 et 20. Du côté des pointus, la France aligne Mirage 3, Mirage 5 Milan et Mirage F1. Pour équiper tout ce beau monde, l'industrie de la défense n'est pas en reste et met en scène plusieurs missiles à emporter ou à tirer sur place. On a la S-30, le très célèbre Exocet, le Harpon, Pluton, l'Automate, le SSB, un missile de presque 32 tonnes pouvant emporter une charge nucléaire de 150 kilotonnes. Enfin, la célèbre torpille Malafon était aussi de la partie, ça rappellera peut-être des souvenirs à ceux qui ont visité le Maillet-Brézé. Bref, notre industrie est bien là, on sait faire du air-sol, du sol-sol, de l'air-air et de l'ASM. Cependant, on l'a vu il y a quelques instants, la coopération européenne devient de plus en plus pressante. Celle-ci permettrait de réduire les coûts de développement pour rester compétitif, de prendre les meilleures techniques de méthode de travail et d'aligner nos intérêts communs autour de projets mutuels. Et en parlant de ces projets, au salon, les visiteurs peuvent en découvrir tout plein, dont certains sont sur le point de prendre l'air. On y voit aussi le Jaguar, le Panavia 200, n'oublions pas le Transal C160, le Puma, la Gazelle, le Lynx, tous issus de la collaboration européenne. Mais la grande nouveauté de cette coopération, c'est bien sûr la mise en chantier de la très célèbre Ariane, qui sera officialisée 2 mois plus tard, en juillet 1973. Enfin, grâce à ce lanceur, les Européens ne devront plus dépendre des États-Unis pour lancer leurs satellites, notamment ceux de communication. Toujours du côté européen, le projet Airbus a bien avancé et sur le salon sont présentés A300B et A300B1. Si le public est ravi, les compagnies aériennes se pincent un peu, car l'avion initialement prévu pour 300 passagers, d'où le nom, ne fait en réalité que 250 sièges, à cause de moteurs moins performants, dus à un changement non voulu de motoriste. On parlait des États-Unis tout à l'heure, et bien les gars mettent le paquet et vont faire bon nombre d'envieux. Car c'est en 1973 que le ciel du Bourget entend rugir les surpuissants Pratt & Whitney d'un appareil qui va entrer dans la légende. Le célébrissime Grumman F-14 Tomcat, avion de combat à flèche variable de l'US Navy et qui sera rendu mondialement célèbre en 1986 avec le film Top Gun, et la hype pour cet appareil ne s'est jamais calmée. On l'a vu dans le long métrage Nimitz Retour en Enfer, des romans, des bandes dessinées, des jeux vidéo, et même là où on ne l'attend absolument pas. C'est la fin de l'ère mésozoïque. Un troupeau d'abymosaures est anormalement agité. Ils savent qu'il y a désormais plus terrible que les tyrannosaures. Il existe un danger encore plus grand. Des tyrannosaures en F-14.
Cette planche de BD m'avait éclaté quand j'étais môme, déjà la surprise du truc, et même le souci du détail, il y a 2 tricératops en victoire peintes sur le fuselage, c'est absolument génial. Bon, cette année, lors du salon du Bourget, ce qui passionne à nouveau les foules, c'est le nouveau duel et la revanche que vont tenter de se livrer les 2 appareils supersoniques. Car dans le Concorde, on y croit à fond, à l'image de cette publicité Air France. Il y aura bientôt 2 sortes de compagnies aériennes, celles qui auront Concorde et celles qui ne l'auront pas. C'est dingue car ce slogan, vecteur d'un prestige aujourd'hui perdu, eh bien il aura du sens pendant 30 ans, jusqu'à l'arrêt total des vols en 2003. Concorde, c'est le prestige absolu, on le trouve même dans les communications des équipementiers et dans leur publicité. Avoir bossé sur Concorde, c'est la grande classe et gage d'une très grande maîtrise. Même le Premier ministre, Pierre Messmer, y va de son discours. On ne gagne jamais à refuser le progrès technique. C'est pourquoi je reste persuadé qu'en dépit des difficultés commerciales présentes, l'avenir de l'avion Concorde n'est en rien compromis. Tôt ou tard, les compagnies encore hésitantes feront l'acquisition d'un appareil dont personne ne conteste les qualités techniques, ni les immenses possibilités. Maintenant, ça c'est la théorie, car en pratique, tout n'est pas si rose. En France, certains plaident pour l'arrêt du programme, et seuls Air France et British Airways maintiennent leurs commandes, alors que les autres compagnies annulent purement et simplement leurs intentions d'achat. Quoi qu'il en soit, nous sommes au Bourget, et le Tupolev 144 a bien changé depuis 2 ans. Il est plus long, les nacelles des réacteurs ont changé de place, tout comme le train d'atterrissage, et on note surtout la présence de ces 2 grandes moustaches à l'avant, censées aider l'avion à basse vitesse. Ce qui va se jouer ces 2 jours est typique du syndrome de la compétition qui pousse les limites à leur maximum afin de surclasser l'autre. Les présentations en vol s'enchaînent. L'Airbus A300 démontre ses capacités de vol et d'autres appareils se présentent au public. Les 2 supersoniques s'affrontent dans le ciel le samedi l'un après l'autre. Et Concorde, encore une fois, surpasse son rival soviétique, même si la nouvelle performance de celui-ci est saluée dans les médias. Toutes les vedettes aéronautiques du moment étaient là, il y avait bien sûr le Concorde, le Tupolev 144 qui fit une remarquable démonstration. Mais une performance saluée ne suffit pas. Il faut briller davantage lors de la dernière présentation, le lendemain. Il faut absolument faire mieux que Concorde et en mettre plein les yeux. Le samedi, en fin de journée, les ingénieurs russes s'activent frénétiquement autour du Tupolev 144, ajustant les capteurs de stabilisation automatique et augmentant l'autorité des surfaces de déflexion. Cependant, ces modifications vont autoriser l'appareil à aller flirter très dangereusement avec les limites de son domaine de vol. Mais il faut absolument battre Concorde. Le dimanche, c'est le dernier jour du salon. Comme la veille, les présentations en vol s'enchaînent. Patrouilles d'appareils, avions de combat et balais d'hélicoptères. Tout semble se dérouler pour le mieux. Concorde s'aligne en premier, décolle avec majesté et exécute sa présentation sous les yeux des spectateurs, à nouveau éblouis. Puis, c'est au tour du Tupolev de prendre la relève. Mikhail Vassilievitch, le pilote, aligne l'appareil sur la piste. Les 4 réacteurs rugissent, l'avion roule, accélère, et la machine soviétique quitte le sol avant de monter vers le ciel. L'avion grimpe avec puissance, atteint 1000 mètres d'altitude, et les plans canards se rétractent selon la procédure. Sur votre écran, dans quelques secondes, la tragédie du Tupolev. Il était très exactement 15h29 cet après-midi. Environ 300 000 spectateurs présents à la fête aérienne du Bourget avaient les yeux fixés sur l'avion supersonique soviétique en pleine démonstration. Regardez bien la suite, les mots sont inutiles. Quelques images terrifiantes et qui vous résument le drame qui s'est produit cet après-midi au Bourget. L'appareil semble décrocher, il bascule brusquement sur le côté et plonge en piqué. Dans un acte désespéré, le pilote redéploie les plans canards et tire sur le manche, mais les contraintes aérodynamiques dépassent les limites de la structure. L'aile gauche cède, relâchant des tonnes de carburant dans l'air qui s'enflamment instantanément, embrasant l'appareil dans un terrible spectacle.
Devant 350 000 personnes et devant les caméras qui diffuseront ces images dans le monde entier, la tragédie est totale. L'avion disloqué et incontrôlable fonce vers le sol et s'abat sur le village de Goussainville. Les 6 membres d'équipage périssent dans l'accident, tout comme 8 malheureux qui se trouvaient au sol au mauvais moment. Les véritables raisons de ce crash sont encore aujourd'hui inconnues, les boîtes noires ayant été analysées en URSS. Certaines sources disent que la modification apportée par les ingénieurs ont fait sortir l'avion de son domaine de vol, d'autres qu'un plan canard s'est arraché et a perforé les réservoirs, voire un des moteurs. D'autres encore disent que le Tupolev a été surpris par la présence d'un Mirage 3. Enfin, une caméra présente dans l'habitacle aurait pu gêner le pilote dans la reprise de l'appareil suite au décrochage. Si toutes ces raisons peuvent être valables, il semble que la base de ces enchaînements catastrophiques soit les modifications apportées par les ingénieurs. De cet accident, certaines choses sont maintenant indiscutables. Premièrement, Concorde n'a plus de concurrents, mais cela vient à un prix très élevé, celui d'une confiance en partie rompue ou entachée dans les appareils supersoniques. Deuxièmement, cela donne du grain à moudre aux personnes qui souhaitent limiter les démonstrations en vol au Bourget, et même à ceux qui veulent déplacer l'événement en dehors de Paris. Lors de l'édition de 1971, je vous ai dit que l'on allait parler un peu d'espionnage, mais côté français. Nous sommes maintenant le soir de dimanche 3 juin, à Goussainville. La nuit enveloppe lentement la ville, si paisible et ordinaire il y a encore quelques heures à peine. Désormais, il ne reste qu'un paysage désolé, où chaque ombre semble raconter le chaos qui s'y est abattu. La zone de l'accident est étrangement silencieuse, désertée par tous, à l'exception de quelques policiers français postés pour garder le périmètre. Quand soudain, un balai discret et intriguant se met en place. Des véhicules s'avancent vers les lieux du crash. Les policiers, curieusement indifférents, ne réagissent pas. De ces engins descendent des hommes, des agents de la DGSE, accompagnés de techniciens de chez Snecma. Dans l'ombre de la nuit, ces visiteurs inattendus s'approchent de la carcasse du Tupolev et avec une efficacité presque chorégraphiée s'emparent de l'un des réacteurs. Ni vu, ni connu, l'imposante pièce est escortée jusqu'à l'usine de Villaroche. Là-bas, dans le secret absolu, les ingénieurs français se penchent sur chaque détail de cette technologie soviétique. Une nuit entière passée à scruter, analyser et absorber un savoir de grande valeur sur les motorisations de l'URSS. Puis, avant l'aube, comme si rien ne s'était jamais passé, le réacteur est ramené à Goussainville et replacé exactement où il se trouvait. Les soviétiques, eux, ne se seront rendus compte de rien. Cela fait déjà plus de 30 minutes que vous regardez cette vidéo et je vous en remercie. Celle-ci touche à sa fin. J'ai fait le choix de développer l'histoire du Tupolev 144 et du Concorde, 2 aéronefs incroyables, tant l'un que l'autre, plutôt que de foncer d'une édition à l'autre du Bourget. Je souhaitais aussi traiter de cette édition très particulière de 1973 et de prendre le temps qu'il faut pour en parler. Quoi qu'il en soit, si ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut et de vous abonner pour voir la suite des vidéos dédiées au Bourget. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, d'aller voir les vidéos précédentes. Quant à moi, je vous dis à bientôt.